Depuis longtemps, je souhaite lancer une série sur la persécution des Juifs dans les pays arabes à travers l'histoire. Et je vais commencer cette série avec la plus grande communauté juive du monde islamique, le Maroc. Beaucoup ignorent cette histoire, certains la nient même. Un mythe populaire prétend que les Juifs vivaient bien sous la domination islamique, mais c'est faux. De l'Iran à l'est au Maroc à l'ouest, les Juifs ont été persécutés. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le Maroc. Les Juifs sont venus au Maroc il y a environ 2000 ans sous l'Empire romain. Ils se sont surtout établis dans les villes côtières et jouaient un rôle clé dans le commerce. Gardez cela à l'esprit. Ce sera important plus tard. Au 8e siècle, l'islam est arrivé au Maroc. Et à partir de ce moment-là, les Juifs ont vécu sous la domination islamique, conformément au pacte d'Omar, le cadre juridique régissant les non-musulmans dans les territoires islamiques. Les Juifs étaient enclassés comme dhimmis ou personnes protégées. Cette protection avait un prix, des taxes supplémentaires et de nombreuses restrictions. Ils ne pouvaient ni construire de synagogue, ni monter à cheval avec les colons et devaient importer des vêtements distinctifs, entre autres restrictions. Ces lois étaient-elles appliquées en permanence ? Non. Et cela nous amène au point essentiel. La vie juive sous l'islam était incohérente. Il y a eu des périodes de liberté et prospérité, mais aussi de persécution, oppression et massacre. Tout dépendait du dirigeant et de l'époque. Le premier dirigeant musulman du Maroc, Idols I, le père fondateur du pays, a persécuté les Juifs et en a forcé beaucoup à se convertir à l'islam. Son fils était plus tolérant et accorda plus de liberté aux Juifs. Il fit de Fès sa capitale, la transformant en l'un des centres juifs les plus importants d'Afrique du Nord. Mais Fès fut aussi le théâtre de pogroms horribles au cours desquels des milliers de Juifs furent assassinés. Il existe un parallèle frappant entre les rôles que les Juifs ont joués dans les royaumes européens médiévaux et ceux qu'ils ont tenus en Afrique du Nord. Les Juifs étaient des négociants et ils avaient deux avantages considérables. Premièrement, presque tous les hommes juifs savaient lire et écrire, alors que plus de 90% de la population non juive ne le pouvait pas. Deuxièmement, les Juifs avaient une base linguistique commune, l'hébreu biblique. Alors qu'un Juif des montagnes de l'Atlas ne pouvait peut-être pas converser couramment avec un Juif de la vallée du Rhin, il pouvait en communiquer grâce à des racines linguistiques sémitiques communes. Cela leur donnait un avantage significatif dans le commerce international et leur valait des postes importants aussi bien dans les cours européennes qu'islamiques. Les Juifs étaient dignes de confiance dans les cours royales car ils ne menacèrent pas le trône. Imaginez un roi marocain nommant son frère ou son cousin à un poste financier sensible. Il y avait toujours un risque de trahison, mais avec un conseiller juif, le roi pouvait dormir tranquille. Aucun conseiller juif n'a jamais essayé de s'emparer du pouvoir ou de convertir tout un royaume au judaïsme. Jamais arrivé, ni au Maroc, Irak, France ou Allemagne. Ni au IXe siècle, ni au XVIIe siècle. Un fait intéressant qui a tendance à être ignoré. Le judaïsme n'a tout simplement pas pour but de conquérir le monde. Selon la théologie islamique, les musulmans souhaitent que le monde entier adopte l'islam. De même pour le christianisme, d'où l'envoi de missionnaires dans le monde pour diffuser le message de Jésus. Les idéologies modernes reflètent cela. Les nazis visaient la domination mondiale. Les communistes voulaient que le monde devienne rouge. Bien sûr, je n'assimile pas les chrétiens aux nazis ni les musulmans aux communistes. Je dis que toutes ces visions du monde avaient une portée globale, le judaïsme non. Pourtant, on accuse toujours les juifs de vouloir contrôler le monde. En réalité, ceux qui font cette supposition sont ceux qui ont des ambitions impérialistes. Mais revenons au Maroc. Fès est un centre juif majeur. Un érudit juif souvent négligé de cette période était Yuda ibn Qurayash. Il fut l'un des premiers à identifier les racines linguistiques communes à l'hébreu, l'araméen et l'arabe, comprenant les liens profonds entre ces langues que nous appelons aujourd'hui sémitiques. Mais cette époque s'est terminée dans le sang. En 1033, un dirigeant musulman fanatique a conquis Fès et a massacré 6000 juifs. De nombreuses femmes juives ont été forcées de se convertir à l'islam. Ce n'était pas un événement isolé. En 1066, un autre pogrom a eu lieu à Grenade sous domination musulmane. Les musulmans ont assassiné le conseiller juif du roi et massacré les juifs de la ville. Quelques générations paisibles passèrent,
puis vint l'ascension des Almohades, une dynastie islamique extrémiste qui contrôlait toute la région. Des milliers de juifs furent tués ou moururent pour avoir refusé de se convertir. C'était l'époque de Maïmonide, le juif le plus célèbre à avoir vécu sous la domination islamique. Maïmonide, ou Rabbi Moshe ben Maïmon, aussi appelé Rambam, était un grand philosophe juif, juriste et médecin du XIIe siècle. Il a rédigé le Mishneh Torah, un code complet de la loi juive, ainsi que le Guide des égarés, une œuvre philosophique qui réunit foi et raison. Né en Espagne, sa famille s'est enfuie à Fès à cause des persécutions. Son séjour à Fès a également été marqué par le danger. Son professeur Rabbi Yehuda HaKohen Ibn Suzan s'est vu offrir le choix, se convertir à l'islam ou mourir. Il a choisi la mort. Cela a probablement poussé la famille chiite de Maïmonide à fuir à nouveau vers l'Égypte. Maïmonidis écrivit ensuite plusieurs lettres aux communautés juives opprimées sous l'islam, conseillant à ceux forcés de se convertir, de fuir si possible vers des lieux où ils pourraient à nouveau pratiquer le judaïsme. Beaucoup de juifs l'ont fait, fuyant les terres islamiques pour l'Europe chrétienne. Après la chute des Almohades, la dynastie mérinide prit le pouvoir et se montra plus tolérante. La vie juive a prospéré pendant cette période. Même alors, les juifs étaient bas confinés dans des quartiers spéciaux nommés Mellah. Les ghettos étaient le muret, les juifs ne pouvaient pas sortir la nuit et la surpopulation causait pauvreté et maladie. Les Mellahs sont devenus l'un des symboles les plus connus de la vie juive au Maroc du XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Avec l'affaiblissement des Mérinides, d'autres pogroms ont eu lieu. En 1465, des musulmans ont pénétré dans le Mellah de Fès et ont assassiné des milliers de juifs. Je ne détaillerai pas chaque dynastie ayant régné sur le Maroc, mais un schéma clair existe. Lorsque le régime était instable ou que l'économie était en difficulté, les musulmans se retournaient souvent contre les juifs, les prenant pour boucs émissaires lors d'émeutes justifiées par une rhétorique religieuse. En 1492, l'Espagne a expulsé les juifs, suivi plus tard par le Portugal. Ce fut un tournant dans l'histoire juive. On estime que 100 000 juifs ont été expulsés d'Espagne. Certains sont partis dans l'Empire ottoman, d'autres au Maroc. Le roi Mohamed el-Cheikh les a accueillis et Fès est redevenu un centre de la vie juive. L'historien Ibrahim ben Salomon, l'un des expulsés, a qualifié le roi de juste parmi les nations. Et permettez-moi d'ajouter ceci. Toute société qui accueille les juifs prospérera. Et toute société qui les rejette, tôt ou tard, commence à décliner. Oui, je sais que c'est une affirmation audacieuse, mais l'histoire nous le montre. Il y a très peu d'exceptions. Le peuple juif est une minorité qui a réussi. Partout où ils vont, ils apportent croissance, innovation et bénédiction. Ceux qui les accueillent en tirent son profit. Ceux qui les envient, les attaquent ou les chassent, perdent. Les Juifs marocains autochtones et les nouveaux venus d'Espagne ont longtemps formé des communautés distinctes. Au fil des siècles, les Juifs du Maroc ont subi de lourdes taxes et plus de violence. Je vais passer à l'un des épisodes les plus célèbres, l'histoire de Saoul Cadrouel. Né en 1817 dans une famille juive respectée, Saul fut accusé par une voisine musulmane de s'être converti à l'islam puis de l'avoir renié, accusation qu'il niasse. Selon la loi islamique, un musulman qui renie l'islam est puni de mort, même aujourd'hui dans de nombreux pays musulmans. Le gouverneur tenta de la persuader d'embrasser l'islam, lui promettant richesse et protection. Lorsqu'elle refusa, il la menaça. « Je vais te charger de chaînes. Je vais te faire déchirer par des bêtes sauvages. Tu ne verras pas la lumière du jour. Tu périras de faim et tu connaîtras la rigueur de ma vengeance et de mon indignation pour avoir provoqué la colère du prophète. » Sa réponse fut légendaire. « Je supporterai patiemment le poids de tes chaînes. Je donnerai mes membres aux bêtes sauvages et renoncerai à jamais à la lumière du jour. Je sourirai à ton indignation et à la colère de ton prophète, puisque ni lui ni toi n'avez pu vaincre une femme faible. » Malgré les efforts des Juifs pour la sauver, Saul a été exécuté en 1834. Un témoin chrétien a écrit « Les musulmans, dont le fanatisme religieux est indescriptible, se préparaient avec leur joie habituelle à assister à cette scène horrible. Les Juifs de la ville furent profondément attristés, mais ils ne purent rien faire pour l'empêcher. Saül fut enterré à Fès et sa tombe reste un lieu de pèlerinage jusqu'à aujourd'hui.
Chaque changement de direction au Maroc entraînait de nouvelles violences. Le pire pogrom fut le massacre de Tritel en 1912 à Fès, lorsque le Maroc est devenu une colonie française. Des foules ont envahi le Mellah et tué des dizaines de juifs. Des pogroms avaient également eu lieu à Casablanca en 1907, à Settat et à Tassa. Sous domination française, beaucoup de lois anti-juives furent abolies. Pour la première fois depuis des siècles, les Juifs pouvaient en vivre partout dans la ville. Mais après la fondation d'Israël, la situation s'est détériorée. De nouveaux pogroms ont éclaté, dont les émeutes de 1948 à Oujda, où des dizaines de Juifs ont été tués. Avant de conclure, je vais parler de l'immigration des Juifs marocains vers la terre d'Israël. Je parle bien de la terre d'Israël, et non seulement de l'État d'Israël. Les Juifs marocains ont fait leur aliyah en Israël depuis des siècles. Aliyah signifie « monter » en hébreu. Lorsqu'un Juif immigre en Israël, il n'immigre pas. Il monte là où est sa place. Les Juifs marocains ont fait leur aliyah en Israël depuis des siècles. Au XIIIe siècle, après les persécutions des Almohades, la communauté marocaine à Jérusalem a grandi. En 1846, le souverain marocain écrivit au gouverneur de Tanger « Les riches juifs, que Dieu les maudisse, augmentent leur pèlerinage vers la terre d'Israël, ce qui nous fait perdre la taxe de la djizya. Arrêtez-les, et que Dieu les détruise. » Mais le flux continua. Je parle maintenant depuis le centre du patrimoine juif nord-africain, situé dans le quartier de Mahan Israël à Jérusalem. C'était le deuxième quartier hors de la vieille ville de Jérusalem, fondé par des juifs nord-africains en 1875. Avant même que le sionisme moderne ne commence, veuillez noter l'année 1875, le mouvement sioniste moderne a commencé en Europe à la fin du XIXe siècle, car le nationalisme et les États-nations étaient des inventions européennes. Mais les Juifs marocains construisaient déjà des quartiers à Jérusalem avant cette époque. Et pourquoi ? Les Juifs se sont toujours sentis liés à Jérusalem, qu'ils vivent en Europe ou en Afrique du Nord. Même certains des premiers quartiers juifs de Jaffa ont été construits par des familles juives d'Afrique du Nord, comme les familles Chelouche et Hamzalag. Yosef Nabon, qui a construit le chemin de fer de Jaffa à Jérusalem, était également d'origine nord-africaine. Je mentionne cela parce que la plupart des Israéliens ne le savent pas, et parce que les personnes qui prétendent que le sionisme n'est qu'un projet colonial européen ne savent pas de quoi elles parlent. Après la création d'Israël, il est vite apparu que les Juifs des pays arabes étaient en danger et devaient être secourus. Une forte immigration a suivi. 90 000 Juifs ont fait leur aliyah de 1949 à 1956. Le Maroc est indépendant depuis 1956. Le roi Mohamed V a garanti l'égalité des droits aux Juifs et a nommé un ministre juif. Mais la communauté juive vivait dans la peur et ses conditions se sont détériorées. Le nationalisme arabe était entaché d'antisémitisme. Tout comme en Europe, les Juifs étaient considérés comme un élément étranger. À ce jour, Mein Kampf reste l'un des livres les plus vendus dans le monde arabe. Cependant, le Maroc interdisait l'immigration, obligeant les Juifs à fuir illégalement et à abandonner leurs biens. En 1961, le bateau Aghoz a coulé en transportant des réfugiés juifs. La tragédie a attiré l'attention mondiale. Puis, Israël a signé un accord avec le Maroc. Israël paierait le Maroc pour chaque juif autorisé à partir. En 1967, des dizaines de milliers de juifs quittèrent le Maroc, la communauté juive y ayant presque disparu. Pourtant, cette histoire est rarement évoquée. Vous voyez, les juifs des pays arabes n'ont jamais fait de mal aux musulmans, mais ils ont dû fuir parce qu'ils étaient persécutés. Ils ont tout laissé derrière eux et ont dû tout recommencer à zéro. Mais personne ne parle d'eux, ni ne prétend qu'ils devraient en bénéficier d'un traitement particulier. D'un autre côté, les Arabes de Palestine ont perdu une guerre qu'ils avaient commencée et ont fui. Et il semble que le monde ne cesse de parler d'eux comme étant des victimes et des réfugiés. À son apogée, la communauté juive du Maroc comptait 250 000 personnes. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 1% des 2500, ce qui est, soit dit en passant, la plus grande population juive de tous les pays arabes. Si vous voulez en savoir plus sur cette communauté et ce monde perdu, visitez le Centre du patrimoine juif d'Afrique du Nord à Jérusalem. Il se trouve entre la vieille ville et le marché Mahan Yehuda. Pensez à planifier votre visite à l'avance.
Bientôt, un restaurant ouvrira ici et servira de la cuisine marocaine. Le lien sera ici sous la vidéo. Partagez cette vidéo avec des juifs originaires du Maroc. J'espère qu'elle vous a plu. Le prochain épisode de cette série sera probablement consacré aux juifs du Yémen. N'hésitez pas à partager en commentaire vos informations sur les communautés juives du Maroc ou du Yémen. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je tiens à remercier tous mes soutiens. À la semaine prochaine. Yalla bye.